Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle de l'état de la forêt boréale au Québec. Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle de l'influence des forestières sur nos ressources naturelles. Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle du nouveau régime forestier du gouvernement de François Legault. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Empreinte sauvage. Mon nom est Patrick Bourgeois, c'est moi qui produis et réalise ce balado où on fusionne nature et politique. Et je dois dire que je suis vraiment super content du développement du balado, qui est quand même jeune. J'ai lancé ça au mois de janvier dernier, donc quelques mois. Stablex nous a donné... on va prendre le positif dans les dossiers, mais Stablex a donné une belle impulsion au balado. Je souligne que sur les réseaux sociaux, je réussissais à aller chercher 1 million de vues semaine environ. Environ 1 million de vues semaine avec avec la saga Stablex. Alors, c'est quand même une façon de faire rayonner les luttes des citoyens parce que oui, dans la plupart de ces dossiers-là, les gens sont seuls pour se battre contre des multinationales, pour faire face à un gouvernement. Alors, au moins, si on est capable de leur donner la parole efficacement pour qu'ils se fassent entendre et qu'ils soulignent toute la folie ambiante. Alors, voilà, Empreinte sauvage, ça se développe très bien. Mon but, évidemment, de la façon dont je travaille, c'est on commence par créer un épisode, une version longue qui place l'information, qui place les grands points d'un dossier. Puis après ça, je complète avec différentes formules. Dans un premier temps, je travaillais surtout avec des extraits, en format portrait que je diffusais sur les réseaux sociaux. J'ai ajouté dans le dossier Stablex les séances en direct. Ça a été ultra efficace en studio, mais aussi sur le terrain. Et je veux continuer dans cette avenue-là pour être capable de montrer aussi, pas juste entendre les gens qui luttent, mais montrer les terrains d'opération. Et là, pour y parvenir, je travaille, j'essaie de mettre sur pied un studio mobile. Fait que, au fur et à mesure que ça va progresser cet aspect-là de mon travail, je vais évidemment vous donner des nouvelles. Aujourd'hui, le sujet qu'on aborde, là, on va s'éloigner de Stablex. On a fait Test Canada qui, on a vu l'impulsion de Stablex. La version longue a fait 3 fois, a enregistré 3 fois plus de vues que les versions longues de Stablex. Alors, super content. Aujourd'hui, on va se tourner vers la forêt boréale, l'état de la forêt, pour analyser à quel point cet écosystème-là est malmené, à quel point on l'a laissé des décennies durant en proie à l'industrie forestière. Le gouvernement Legault travaille présentement sur le projet de loi 97, fait avancer ce projet de loi-là qui impose une réforme du régime forestier au Québec. On parle de concéder au moins 30% de la forêt publique aux forestières. Ce n'est absolument pas de bon augure. Et pour faire la lumière dans ce dossier-là, on va parler avec Henri Jacob, qui est un militant écologiste d'Abitibi, qui s'investit depuis des décennies et des décennies. On l'a particulièrement vu dans le dossier du caribou forestier. Il défend cette espèce-là qui a besoin de forêts anciennes, qui a besoin de forêts intactes pour être capable de prospérer. Et la science a clairement démontré que l'industrie forestière poussait ces animaux-là vers l'extinction. Puis lui, Henri, il se bat pour les sauver. C'est un gars qui est impliqué dans l'Action boréale, qui est une association qui a été créée dans la foulée de la sortie du film L'Erreur boréale de Richard Desjardins.
hein, qui brossait un portrait très sombre de la forêt boréale à cette époque-là. Ça fait 25 ans, si ma mémoire est bonne. Et Henri, ben, en plus, ben, c'est un auteur. Il a publié et, Chronique d'un écocide en 2022. C'est un livre sur la situation du caribou forestier. Je vous disais qu'il était impliqué beaucoup dans ce dossier-là. Il a publié aussi La dernière si on la perd, un livre qui est sorti en 2024. Et là, je vais vous confier, hein, je vais utiliser la formule du général de Gaulle, hein, je vais vous confier un secret que vous ne révélerez pas. Hein. Les introductions à mes épisodes, je les enregistre après les entretiens. Alors, je sais que dans l'entretien qui s'en vient, Henri me parle des actionnaires et des propriétaires des compagnies forestières qui sont installés au Québec. Une fois l'entretien diffusé, ben moi, je vais continuer le contenu sur le sujet, puis je vais vous présenter ces compagnies-là. C'est à donner froid dans le dos ce que je vais vous révéler. Probablement que je vais le faire par le truchement d'un live, d'une séance en direct. Alors, je vous invite à me suivre aussi sur Facebook. Ouais, sur Facebook, c'est souvent là que j'annonce la diffusion de séances en direct, séances qui sont aussi diffusées sur YouTube. Et quand on aura fini tout ça, je vais également diffuser un épisode que j'ai réalisé avec Alice-Anne Simard de Nature Québec qui va nous parler plus particulièrement du caribou forestier. Alors, sans plus tarder, on donne la parole à Henri Jacob. Alors, salut Henri. Tout d'abord, est-ce que ça va bien? Oui, salut Patrick. Personnellement, ça va bien, mais c'est la réponse courte. Si tu voudrais, je te parle de la situation, c'est pas la même chose. Ben, Mais pour ma santé, ça va bien. bon, c'est toujours ça. Hein? C'est la première formule de politesse, c'est au moins demander à la personne comment elle se porte. C'est ça. Avant de commencer, là, je vais me permettre, ça va être trop long, je suis sûr, mais je vais me permettre quand même une espèce de petite entrée en matière qui va permettre aux gens qui nous écoutent de comprendre à quelle enseigne je loge par rapport au gouvernement de la CAQ. Je vais te le dire tout de suite, là, moi, j'ai aucune confiance dans cette gang-là. Je sors de différents épisodes dans le cadre du balado. Je viens de faire un épisode, j'ai jasé avec les gens de la Mauricie qui se battent contre Test Canada. Hein, ça, c'est une multinationale qui est propulsée par France Desmarais, la gang de Power Corporation, qui s'est fait donner un bloc d'énergie à rabais pour construire des éoliennes par-dessus la tête des gens. On a fait, dans le cadre du balado, j'ai fait Norvol. Je sais que tu t'es impliqué dans ce dossier-là aussi, tu es intervenu. Tu sais, on a perdu, je sais même pas combien d'argent, moi, dans cette histoire-là, qui a fini par un site décapé qui relâche des contaminants directs dans un site de frais du Chevalier Cuivré. Encore une fois, signature François Legault. Puis là, ben, hein, avant d'entrer dans l'enregistrement, je te parlais de Stablex. Et Stablex, j'ai été sur le terrain, j'ai parlé avec des gens de l'intérieur de la compagnie pour voir à quel point tout ça a aucun bon sens. Et c'est encore une fois, on retrouve Maïté Blanchette-Vézina, la ministre des Ressources naturelles, qui nous disait arrêtez de capoter parce que le site que Stablex est en train de détruire, compagnie américaine, c'est un site qui est de toute façon industrialisé, puis il n'y a pas vraiment de tourbière à cet endroit-là. Moi, j'ai été sur le terrain, puis c'est des sites qui sont c'est des milieux humides qui sont super beaux. Il y a plein d'espèces menacées à cet endroit-là. C'est comme une fusion entre le nord et le sud. Tu as à peu près toutes les espèces de couleuvres qu'on retrouve au Québec sont là. Tortue des bois, tu as une tortue qui est super rare. Puis là, on a laissé une compagnie américaine raser ça pour des profits qui viennent même pas d'un poche des Québécois. Alors aujourd'hui, tu sais, avec toi, évidemment, on va parler du projet de loi 97, la réforme du régime forestier, piloté encore une fois par Maïté Blanchette-Vézina. Si j'avais pas confiance en elle dans le dossier de Stablex, je vais te dire tout de suite que j'ai aucunement confiance dans ce qu'elle va faire dans ce dossier-là, mais tu vas m'expliquer, hein, tu vas nous expliquer ça pour qu'on comprenne un peu mieux. Mais avant d'aller là, c'est dans les détails du projet de loi 97, toi qui est impliqué dans la protection de la nature, les caribous depuis des années, je voudrais que tu nous présentes l'état de la situation de la forêt québécoise, la forêt boréale.
25-30 ans après le film L'Erreur boréale, ça s'est-tu amélioré? Comment elle se porte, notre forêt, actuellement, là? D'abord, vu que tu as fait une introduction sur le gouvernement de ce gouvernement-là, le gouvernement de la CAQ, je peux te dire qu'on loge à la même enseigne. Moi, je milite depuis 1972 et j'ai connu à peu près j'ai connu tous les gouvernements et j'ai rencontré presque tous les ministres de l'Environnement en personne, fédéral, provincial. J'ai jamais vu un gouvernement aussi biaisé que ce gouvernement-là, qui laisse accroire dans ses discours qu'il travaille pour la population, mais Ben dans ouais. toutes ses actions. On regarde le ministre de l'Environnement, la même chose, qui nous dit, lui, il protège l'environnement, mais toutes ses actions, on l'a vu, tu l'as dit dans Stablec, on l'a vu à Noranda, on l'a vu avec Nordvolt, on le voit dans tous les dossiers, que ce soit les aires protégées. Il y a un discours vert, puis ses actions sont brunes, puis brunes foncées. C'est vraiment. J'ai jamais vu un gouvernement aussi. Je n'ose pas dire le terme, mais je vais le dire, aussi pourri que ça, puis qu'il n'y a aucun respect pour la population. Dans le cas du dossier qu'on parle, un peu comme dans tous les autres, ce gouvernement-là ne consulte plus la population. Ouais. Quand il a fait ses premiers, dans le cas de Forêt, la Maïté nous dit qu'il y a eu une consultation l'année dernière. J'étais sur cette rencontre-là, c'était carrément appelé une conversation où il n'y avait aucune discussion qui se faisait. C'était les gens étaient là pour dire, un peu comme ils faisaient le wish list, les gens qui font des travaux sylvicoles, dire on aimerait avoir un peu plus d'argent. Mais aucune discussion. Le forestier en chef était assis à la table, il n'a pas dit un mot, à part que l'animateur, c'était simplement les participants. Donc, c'est pas ça une consultation. Une Ouais. consultation, tu vas avoir des réponses pour te dire pourquoi tu peux pas ou pourquoi tu peux exactement. Là, il n'y a pas eu ça. Nous autres, on réclame depuis des années et depuis ce gouvernement-là, des consultations parce qu'on savait qu'on devait faire ce que la ministre appelle une modernisation du régime forestier. On dit on n'est pas en désaccord avec ce qu'il y a une modernisation parce qu'il y a plein de choses qui vont mal, du moins dans les 20 dernières années. Mais c'est pas ça pantoute qu'elle fait. Elle décide derrière des portes closes. On l'a vu en décembre et en janvier. Elle a rencontré des représentants d'industrie, des représentants des chambres de commerce, des représentants même de certains groupes environnementaux, mais elle les a toutes faites signer une lettre comme Ouais. quoi qu'il n'y a pas un mot devrait sortir. C'est ça que tu appelles une consultation. Puis le reste de la population n'était pas là. Les scientifiques le Centre d'études sur les forêts du Québec, qui a au-dessus de 80 quelques spécialistes des forêts, n'ont jamais été invités, ni dans la pseudo-consultation de l'année passée, ni à ces rencontres-là spécifiques. S'il n'y avait pas eu des Premières Nations qui, eux, ont refusé de signer cette entente-là, parce que même les groupes qui sont allés là, des groupes de citoyens, ont tous signé ça comme quoi qu'ils ne pouvaient pas parler, il ne faut pas rien faire. S'il n'y avait pas eu des groupes autochtones qui, eux, ont refusé de signer, aujourd'hui, on apprendrait comme si ça venait de sortir d'un chapeau le libellé et des intentions de la ministre sur le dossier des forêts. Fait que déjà là, à mon point de vue, c'est le gros scandale. On parle d'une ressource qui nous appartient à tous les Québécois, aux Ouais. communautés autochtones, au peuple, et on n'a pas un mot à dire sur ce qui va en devenir, puis c'est des changements drastiques, qu'est-ce que c'est qui nous est proposé présentement. Pourquoi, c'est juste, moi, je suis pas vite vite, hein. Pourquoi que la ministre, elle a décidé de faire ça en cachette? C'est pourquoi que il y a pas de transparence dans le processus de consultation dans ce dossier-là? C'est la méthode de Legault et sa gang. D'ailleurs, les gens doivent savoir que c'est pas les ministres qui décident, c'est les sous-ministres. Et les sous-ministres sont tous nommés par le bureau du premier ministre. Le vrai boss est là. La ministre, c'est la figure, c'est la marionnette en avant puis qu'on lui demande de répéter ce que le sous-ministre lui dit, le sous-ministre nommé par le bureau du premier ministre. Fait que c'est ça. Et naturellement, la consultation pour eux autres, c'est soit une perte de temps ou encore un irritant pour le gouvernement. Et ça, c'est dans tous les dossiers. Je l'ai vu dans le cas de Noranda, je l'ai vu dans le Ouais. cas de l'aménagement du territoire, etc. Quand on fait des petites rencontres, c'est des rencontres d'information. On ne fait pas des rencontres de réelle consultation, contrairement à ce qu'il y a eu, mettons, en 83-84, suite à l'erreur boréale, il y a eu une commission scientifique qui s'appelait la commission Coulombe, qui Ouais. là s'est promenée dans toutes les régions, et là, on pouvait faire valoir nos points de vue.
Même si la commission à l'époque avait été mise sur place par le gouvernement Charest dans le but de rassurer la population, parce qu'à cause de ce qui avait été dit dans l'erreur boréale, on voulait rassurer la population. Mhm. Et même la commission Coulombe, qui n'était c'était pas formé d'écologistes, puis c'était d'anti-développement. C'était des gens du monde des affaires aussi qui étaient là-dedans et quelques scientifiques. Et ils sont arrivés à la conclusion que ce que dans l'erreur boréale, on disait qu'on surexploitait la forêt, tellement que une des recommandations, c'était de réduire de 20% le niveau de récolte, ce qui a été une bombe. L'autre chose, c'est qu'il fallait nommer le forestier en chef, quelqu'un qui va déterminer la possibilité forestière indépendant du gouvernement. Le gouvernement a acquiescé à ces deux recommandations-là, sauf que le forestier en chef, au lieu d'être indépendant, c'est un sous-ministre. Et ça, les gens peuvent aller vérifier sur l'organigramme du ministère de Maïté Blanchette, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. C'est marqué sous-ministre adjoint. Fait que ça nous dit déjà, c'est carrément pas un indépendant. Fait que lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il, naturellement, il fait le calcul de tout le territoire, théoriquement, sans tenir compte de toutes les propositions d'air protégé, sans tenir compte des futurs feux de forêt qu'il va y avoir ou des épidémies d'insectes. Fait qu'on arrive avec des beaux chiffres et c'est ça qu'on voit depuis des années, que ces chiffres-là ne tiennent pas compte d'un genre de buffer zone ou se garder une réserve de bois au cas justement où il y aurait des feux, comme on a eu ici en Abitibi en 83. En 2023, c'est-à-dire pas 83, 2023, Ouais. puis les épidémies d'insectes. Ben, encore une fois, ben là, puis là, Maïté Blanchette nous dit maintenant, on va moderniser, on va faire ça en secret, on va vous l'imposer, puis on va diviser le territoire. Si tu veux, je te résume là, un peu ce qu'il y a dans Ben ouais, vas-y. En gros, on va diviser le territoire forestier, les forêts publiques, en trois secteurs. Un secteur qui va être réservé uniquement pour la production de matières ligneuses pour répondre aux besoins des forestières. Un autre secteur on va continuer exactement ce que j'appelle business as usual sur un autre tiers. Et c'est pour ça théoriquement qu'on devrait moderniser, mais je ne comprends pas que si tu modernises pas tout ton régime, tu en gardes un tiers et statu quo. Ouais. Et les restants, l'autre tiers restant, c'est-à-dire les endroits où il n'y aura pas d'arbres, où il n'y aura pas vraiment de possibilités forestières, là, on va le réserver pour faire de la conservation. Mais, sur ces territoires-là, l'industrie minière a toujours la possibilité. Donner juste une petite parenthèse ici, Ah ouais. en Abitibi, 60%, entre 55 à 60% du territoire de ce qu'on appelle l'Abitibi, j'exclus Et- Témiscamingue, mais tous les quatre autres MRC, sur ce territoire-là, il y a 60% du territoire qui est jalonné, qui ne, et dans une partie donc, autrement dit, il nous resterait théoriquement 40%. Mais si on enlève en plus maintenant un tiers de toutes les forêts et un autre tiers qui va servir, ben, il ne restera plus grand-chose, à part que on va se réserver pour la conservation uniquement des milieux humides et des tourbières. On n'est absolument pas contre qu'on en garde, mais dans les proportions qu'on a besoin. Mais ce que le gouvernement, même dans ses rapports depuis l'an 2000, quand il parle de carence de territoire pour répondre la protection de la biodiversité, c'est le secteur des forêts. Et celui-là, ben, notre gouvernement du Québec l'exclut, ce qui est là et qui est scandaleux. Fait que ça, c'est la grosse partie. Mais là, Henri, là, aide-moi à comprendre quelque chose, là. C'est qui va décider que le 30% là, ça va être la forêt, ce 30% là, ça va être de la conservation, ça va être multi-usage? Moi, j'ai de la misère à m'imaginer que tu as un vrai 30% qui peut être vraiment, bon, mettons, j'imagine qu'ils vont essayer de choisir ce qui est le moins riche écologiquement parlant, mais c'est pas homogène un territoire, là. C'est qui va décider qu'ici, on peut tout couper, puis là, il faut protéger ça? C'est ça que dans le projet de loi, la ministre elle a inventé un autre concept qu'elle a dit maintenant, sous le forestier en chef, on va créer des aménagistes régionaux.
Donc, ou ce qu'on appelle un mini forestier en chef qui va être sous les ordres du vrai forestier en chef qui est à Québec, en fait, qui est au Lac-Saint-Jean, mais qui, lui, est sous c'est un sous-ministre. Donc, ce mini forestier en chef-là, qu'on appelle un aménagiste, qu'on va appeler aménagiste, va réunir ce qu'il appelle les intervenants, soit les forestières. Oui, ils disent que les communautés autochtones vont être invitées. Nous autres, on ne le sera pas, naturellement, parce qu'on n'est pas des utilisateurs qui ramassent de quoi. Donc, on n'a pas d'importance. Je parle des écologistes, je parle des gens qui font de la récréation sans trop de prélèvement. T'es pas assez payant, tous, pour ça. En fait, on n'est pas payant du tout pour les non. Donc là, cet aménagiste-là va réunir ce qu'il appelle cette série d'intervenants-là, et ils vont décider ensemble où on fait le premier tiers. Ben, c'est peut-être pas exactement 30%, on ne sait pas, la ministre se réserve le droit de dire que ça peut Ça fluctuer, peut bouger. parce que naturellement, c'est pas toutes les régions, pas toutes la même grandeur de territoire forestier. Mais dans les régions comme nous autres, l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie, le nord de la Mauricie, la Côte-Nord, en Gaspésie, on a des grands territoires. Ça fait qu'il y a des chances qu'on atteigne le 30-33% Mais c'est comme ça qu'ils vont décider. Ça fait qu'ils vont tout de suite ramasser tout ce qui est bon. Les dernières belles forêts qui restent, puis s'il en reste pas Ouais. tant que ça, on va ramasser ces belles forêts-là. On va ramasser des territoires qui ont une très bonne, je dirais une très bonne capacité de régénération. On va toutes les mettre sur un plateau, puis on va dire ce tiers-là, qui va avoir été identifié, maintenant il est étampé production forestière. Ça va être ça. Et là-dessus, tu n'as pas le droit de proposer de territoire à conserver, même si tu trouverais le plus beau lieu avec des espèces exotiques. Il n'y On aurait rien à faire, là. Rien, rien, rien. Mettons, je trouve un site, là, où il y a, je sais pas, moi, on a trouvé, là, je dis n'importe quoi, mais une petite arde de caribou forestier, on peut rien faire. Absolument, c'est ça. Dès que ça va être, c'est bien écrit dans la loi, tu ne peux pas proposer de mesures de conservation si ça va à l'encontre de la production de matières ligneuses. Autrement dit, ben c'est ça. Tu pourrais, comme mettons ici, nous autres, on a un petit troupeau de caribou qui est en train de disparaître. Ben C'est ouais. le plus menacé. Son territoire, qui reste encore quelques îlots de vieilles forêts, va sûrement entrer dans cette partie-là parce qu'on veut la récupérer. On veut récupérer tout ce qui est un vrai potentiel de matière ligneuse. Fait que c'est ça qui est. Fait que moi, j'ai bien peur pour toutes les autres, les 4, 13, 12 autres arbres de caribou forestiers au Québec, parce qu'il y en a, théoriquement, il y en a 13 qu'on connaît. Fait qu'ils vont probablement, parce que eux autres se retrouvent souvent, encore une fois, c'est leur milieu de vie, les vieilles forêts, donc des forêts intéressantes pour l'industrie. Fait que j'ai bien, bien peur, moi, qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est à la Côte-Nord, partout, là, ça passe dans le tordeur, ça aussi. Puis ça se fait. Puis nous, ce qu'on dit, si c'est un processus moindrement équitable, on réunirait tout le monde, puis on dirait qu'est-ce qu'on doit conserver. On va faire le bilan, qu'est-ce qu'on a. Un coup qu'on a le bilan de fait, on sait exactement ce qu'on a, puis où c'est. On dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut conserver en premier? Parce qu'une Ben ouais. chose, la conservation, c'est pas juste une question de dire on veut garder les caribous, les petits animaux. C'est les vieilles forêts, c'est reconnu par l'IPBES. L'IPBES, c'est le pendant du GIEC, les spécialistes au niveau de l'ONU, au niveau mondial, qui, eux, à ceux qui organisent la COP sur la biodiversité qu'il y a eu à Montréal, la 15e, et c'est le pendant. Et les deux nous disent que la meilleure façon, le meilleur outil qu'on a pour combattre les changements climatiques, c'est les milieux biodiversifiés et principalement dans la forêt boréale, parce que la forêt boréale accumule depuis des milliers, souvent des milliers d'années, des centaines d'années, où ce que ça n'a pas brûlé, dans les sols. Et dès que tu fais un rasage du territoire, parce que c'est ça la formule qu'on a, on fait des coupes à blanc qu'on appelle des coupes avec protection de régénération, qui fait beau, mais c'est la même chose sur le terrain. Tu ramasses tes arbres, tu laboures parce que tu as des machines qui ne sont pas adaptées, sont beaucoup trop Exactement. présentes souvent dans bien des cas. Fait qu'ils labourent le terrain, qui fait en sorte que le CO2 qui est accumulé depuis des milliers d'années dans ces sols, qu'il y en a beaucoup plus que dans l'arbre lui-même, monte dans l'atmosphère et augmente. Puis ce que la ministre nous propose, encore une fois, nous dit que son nouveau projet de loi, c'est pour justement s'adapter au changement climatique et elle va exactement dans la direction contraire
de faire ce que tous les spécialistes du climat, les spécialistes de la biodiversité lui disent. C'est exactement ça qu'il ne faut pas faire. Transformer les forêts en champs de matière ligneuse. Il ne faut pas que tu fasses ça. C'est la pire des choses à faire. Mais Parce que, tu sais, moi, quand j'explore là, le territoire de la Côte-Nord, là, tu sais, des fois, là, tu te promènes en auto, ça a l'air encore beau, mais moi, j'ai un drone. Fait que quand tu lèves le drone, tu sais, ce que tu dis, tu sais, le côté, il laboure, puis tout ça, là, tu vois toutes, des années après, tu vois encore toutes les traces de tracteurs, puis tout le fait qu'il, tu sais, c'est pas c'est pas de la recréation, tu sais, d'une vraie forêt, là, tu sais, ça a vraiment l'air artificiel. J'aimerais ça t'entendre sur, tu sais, les impacts que ça provoque de court-circuiter la régénérescence naturelle d'une forêt. Tu l'as coupé, bon, c'est une chose, mais en plus, c'est que tu court-circuites qu'est-ce qui serait censé se passer dans la nature pour vrai. Tu sais, tu vois, là, il pique, puis là, il plante, je suis pas sûr qu'il plante partout, là, mais quand il plante des épinettes, tu sais, tu recrées une forêt qui est très, très homogène. Qu'est-ce que ça a comme impact, ça, dans le monde d'aujourd'hui avec les bouleversements climatiques, là? ben, je vais t'expliquer un peu comment que ça se passe un coup que tu arrives en forêt boréale. Quand tu fais une coupe, comme je te dis, c'est des coupes à blanc. Donc, c'est une coupe totale. On laisse une petite bande sur le bord du chemin. On laisse des petites bandes de séparation. On laisse une petite bande sur les cours d'eau qui est à peu près 20 mètres, 60 pieds, en nous disant que ça va protéger. Mais quand tu as rasé un territoire, la première des choses, au printemps, quand la neige fond, parce que naturellement, là, le soleil tape beaucoup plus fort parce qu'il n'y a pas d'arbres pour ralentir la fonte. Ça, le sol vient gorgé d'eau. Tes machines forestières qui pèsent ont fait de l'orniérage, moi ce que j'appelle des fossés. Ces fossés-là se remplissent d'eau. Cette eau-là emmène le sol, parce que naturellement, c'est pas des vrais fossés, et de la matière ligneuse et de la matière organique, beaucoup. Ça descend les pentes, ça se retrouve dans les cours d'eau que tu as théoriquement protégés avec ta bande de 60 mètres. Ça enrichit tes cours d'eau tellement que là, tu as de la végétation qui pogne, puis si tu as de la truite ou quelque chose de même, ben là, eux autres ne peuvent plus vivre parce que l'oxygène, en grande Ouais. partie, tu as réchauffé d'abord ton cours d'eau et en même temps, tu l'as tellement, je dirais, ensemencé d'engrais naturels du sol, ben, c'est les plantes qui prennent la place, les quenouilles, les plantes à croissance rapide. Puis là, fait que ça, c'est la première des choses après la coupe. Après la coupe, normalement, mettons un peu qu'on dit on veut imiter un peu le feu. Contrairement au feu, c'est qu'il reste beaucoup de graines dans le sol, puis ton sol n'est pas scrappé. Donc, ce drainage-là se fait pour après le feu. Parce que je suis allé, moi, en 2023, je suis allé dans les semaines après, déjà d'une régénération qui est là, puis le couvert devient vert assez vite. Ce qui fait en sorte qu'il y a une grosse partie du sol, de l'eau, va tout de suite s'imbiber dans le sol. Le sol n'a pas été compacté, n'a pas été drainé. Ça, puis naturellement, ce qui va pousser, c'est des essences de croissance rapide à cause justement du soleil qui arrive. Et ces essences-là, c'est souvent des essences comme tu vas avoir, naturellement, dépendamment des types de sol, tu peux avoir du framboisier, tu peux avoir de l'aulne, tu peux avoir du tremble et du bouleau, qui sont des essences colonisatrices qui arrivent. Les autres sont de courte durée. Ils prennent la place, ils ramassent le soleil, puis c'est après quelques années, il y en a que c'est des quelques années, d'autres c'est des dizaines d'années, vont se décomposer et là vont nourrir le sol pour permettre à une des derniers cycles, le conifère, de lui de Ouais. prendre sa place. L'autre place, ça peut être le sapin, parce que le sapin, c'est aussi une essence colonisatrice de courte durée, qui dure 60, 70 ans, tu sais, puis après ça, ben, il laisse sa place aux épinettes. Le rôle important qu'ils ont, c'est ça, c'est que les petites épinettes qui sont dans le sol, ou le pin, vont pousser tranquillement sous couvert. Et c'est ce qui est en train de prendre son énergie. Et là, quand ça va se dégager, là, il va prendre sa place. Mais là, nous autres, ce qu'on fait, nous autres, les humains, on veut enlever toute cette période-là de transition, où on pourrait appeler nos pères qui faisaient de l'agriculture, ils parlaient de rotation de culture, Ouais. de nourrir ton sol avec d'autres plantes différentes qui amenaient des éléments nutritifs. La nature le fait de façon naturelle, en emmenant des espèces de croissance, de transition. Mais là, tu veux enlever ça. Ça fait que là, tu rentres dans le bois, tu payes du monde pour aller faire des plantations. Puis là, on veut planter tous les arbres égales, des petites épinettes noires, un peu d'épinettes blanches ou du pain gris, dépendamment. Mais en gros, la grosse majorité, c'est de l'épinette noire et du pain gris, dépendamment du type de sol. Si c'est sablonneux, on va mettre du pain gris. Si puis le reste, ben, c'est plus d'épinettes noires. On fait ça,
Puis d'ailleurs, j'ai passé avec la semaine verte, là, quoi, là, 3-4 mois, il y a eu une des dernières émissions que cette journaliste-là faisait, c'était là-dessus. Puis je les ai emmenés dans des plantations qui avaient été faites il y a 15 ans, 10 ans, 15 ans. Ben là, tu vois, tes petites épinettes, ils n'ont pas grandi pantoute. Puis ce qui a poussé, c'est tout, c'est ce que la nature veut, c'est-à-dire des trembles, c'est-à-dire un peu de boulot. Fait que là, tu es obligé d'envoyer une équipe. Théoriquement, tu devrais faire ça peut-être aux 7-8 ans, aller enlever cette végétation qu'on appelle compétitrice, qui est là normalement de façon naturelle. Tu veux l'enlever, il faut que tu fasses deux. Peux-tu imaginer comment ça coûte une plantation juste à faire ça? Fait que tu fais tout ça pour finir par, tant que ton épinette n'est pas rendue assez grande pour être dépassé un peu la hauteur de ces petits arbres de croissance naturelle. Puis un coup que ça pousse, c'est ce qui est merveilleux, c'est que là, un coup que ça pousse, c'est une belle plantation, tu as tous des arbres plantés égales. Mais malheureusement, quand il se passe un feu ou une Ouais, épidémie comme on a dans le feu du site qu'il y a eu en 2023, ben, les belles plantations qui avaient une quarantaine d'années, là, ça a brûlé comme du gaz. Il n'y a rien resté. ouais, ouais. Puis pas juste ça qui a brûlé, c'est que ça brûle tellement fort à cause qu'il y a tellement une grosse concentration de cette résine-là, qui est du gaz, en fait, à l'intérieur de l'arbre. Ça brûle tellement fort que ça brûle dans le sol. Ça veut dire que même toutes les parties qui, normalement, de graines qui sont ramassées dans le sol, qui pourraient redonner vie tranquillement au sol puis aux plantes, même pour ces essences-là, dans bien des cas, ont brûlé. C'est ça qui nous arrive avec la question des changements climatiques. Ça ne va pas juste brûler plus, ça brûle à plus grande intensité. Et c'est exactement ce que la ministre nous propose. On va faire ça pour s'adapter au changement climatique. Ben ouais. À mon point de vue, c'est pas de l'adaptation, c'est oui, moi, je voudrais bien, j'aimerais bien connaître une compagnie d'assurance qui serait capable d'assurer pour les 70 ans qu'on dit que ça prend à une forêt pour pousser, là, une forêt de conifères. Encore là, on pourrait parler tantôt du 70 ans, mais qu'on dit, mais alors que tu sais c'est pas vrai qu'il n'y aura pas d'autres feux de forêt d'ici les 70 prochaines années, parce que les feux vont être de plus en plus. On le voit dans l'Ouest, ils fournissent pas chaque année les Ben grands ouais. feux. Nous autres, ça a commencé en 2023. Puis c'est sûr qu'on va en avoir d'autres. Ah ouais, moi, en 2023, je me promenais, moi, tu sais, autour des feux, parce que la Côte-Nord, on y a goûté aussi, là, en cette année-là. Puis, tu sais, c'est pas juste, tu sais, cette espèce de façon de faire-là, industrielle, parce que souvent, les gens ils nous disent, ouais, mais arrêtez de chialer, c'est la coupe forestière, on replante tout de toute façon. Fait que là, tu sais, tu viens de bien nous démontrer les problèmes que ça engendre pour les feux de forêt, mais aussi, tu sais, nous autres, la Côte-Nord, on est pognés depuis quoi, une décennie maintenant avec l'épidémie de la tordeuse, des bourgeons, de l'épinette, là. Tu sais, quand tu as une forêt qui est toute pareille, imagines-tu quand ça rentre? C'était le free for all. Tu sais, ça a tout été mangé par les chenilles. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est toute cette façon de faire-là, tu sais, qui est à courte vue, euh, qui, là, tu me parlais du 70 ans, mais tu sais, qui élimine les vieilles forêts. Parce que, tu sais, une vieille forêt diversifiée, moi, sur la Côte-Nord, j'en vois presque plus. C'est quoi le pourcentage qui reste à peu près sur l'ensemble du territoire québécois de vieilles forêts où on a une belle biodiversité? Alors, je te dirais que le pourcentage, il est sûrement en bas du 10%, Ah ouais. parce que, à ce que tu parles de comme vieille forêt, mais notre gouvernement nous parle d'une vieille forêt, comme je te disais, quand je te disais tantôt, de 70 ans. Ça, c'est ce que le gouvernement dit. Une épinette noire peut vivre en 200, facilement 200, 250 ans. Et le gouvernement, nous autres, c'est en Abitibi, probablement sur la Côte-Noire, c'est alentour du 70 ans qu'on récolte. L'épinette OK. noire, dans son cycle de croissance, comme un humain, devient à sa capacité maximale pour produire des cocottes, pour produire des graines, en fait, pour se reproduire, est à 100 ans. Oui, il en produit à partir ça peut probablement en bas de 50 ans, mais il n'en produit pas en quantité, quantité, puis on ne pense pas que c'est ses meilleures graines, puis là, je fais une image qui est peut-être pas politiquement correct, mais c'est comme une enfant, une petite fille de 12 ans que tu la mettras enceinte, pas sûr qu'elle va avoir un enfant aussi en santé qu'une femme qui a eu le temps de se développer. Ouais, je L'épinette est comprends. probablement pareille, elle ne fournit pas des gènes qui sont optimum. Donc, tu n'as pas de sélection vraiment naturelle. Tandis que si tu la laisserais longtemps,
Fait que nous autres, juste ça, sur l'âge des peuplements, on trouve que c'est pas normal. Puis ce qui est grave dans tout ça, c'est que mes petits-enfants, tes enfants ou tes petits-enfants ou ceux de la génération qui te suivent, eux, pour eux autres, un arbre extraordinaire, ça va être à peu près la grosseur, tu sais, quand ça va Ouais. couper, à 30 centimètres, on va dire, hey, c'est un gros arbre, alors que ça pourrait être beaucoup plus gros que ça. C'est pas juste une question de grosseur de l'arbre, c'est parce que durant le 70 à 250 ans, il y a toute une autre genre, toutes les plantes qui se renouvellent, qui sont pas les mêmes. Les champignons, il y a des champignons, le Matsutake qui est un bon champignon, il ne pousse pas dans une forêt qui est jeune. Il faut qu'il attende que la forêt ait 50, 60 ans avant qu'il apparaisse. Tu as d'autres champignons qui sont avant ça aussi. Même chose en vieillissant, après un certain temps, le Matsutake n'a plus sa place, c'est un autre. Les oiseaux, la même chose. Tu as des oiseaux ils vont venir dans des endroits où c'est uniquement de la vieille forêt. Le mammifère, ben, le caribou, c'est l'exemple Ouais, parfait. ça y prend, lui, absolument de la vieille forêt. C'est pas une question parce qu'il aime les vieux arbres, parce que sa nourriture d'hiver, c'est principalement du lichen, puis C'est le lichen, ça ouais. pousse pas en bas de 45 ans dans une forêt. Fait Ah que ouais. ben, c'est ça, puis c'est pas à l'optimum, voilà, c'est juste plus que la forêt est vieille, plus que là, il y a de la bonne nourriture. Fait que quand le gouvernement dit je coupe une forêt où il y a une herbe de caribou, ben, on va replanter des conifères, ça va être parfait. Mais non, là, il n'y a pas de nourriture pour lui l'hiver. Le lichen n'est pas là. Le lichen, il vient pas, il marche pas dans les petites forêts. Fait qu'il va falloir qu'on explique, on explique au caribou avec un professeur qui explique que tu devrais manger d'autres choses en hiver. Ça, c'est c'est tout ça qu'on on considère la forêt comme maintenant comme uniquement un endroit où, un peu comme de l'agriculture là, intensive, puis c'est ça que c'est même pas de la belle agriculture, c'est comme de l'agriculture intensive, puis pour pas répondre aux besoins du monde, mais pour répondre aux besoins de l'industrie. De l'industrie. Même les travailleurs forestiers, il y a beaucoup de travailleurs forestiers, les gens pensent, nous autres, à l'Action boréale, qui se battent contre l'industrie forestière, que les travailleurs forestiers nous tapent dessus. C'est souvent nos sources d'information, c'est eux qui nous disent que ça n'a pas de bon sens. Moi, ma machine pour couper dans le bois, là, pour vivre, là, elle passe plus de temps sur le fardier. Le fardier, mais c'est la machine qui se fait traîner sur un fardier qui s'en va d'une place à couper à l'autre. Avant ça, OK. le gars rentrait à l'automne, il avait son parterre de coupe, puis il coupait durant tout le temps à la même place. Fait que là, c'était plus payant pour lui. Mais quand ta machine se déplace d'une place à l'autre, si ça prend 3, 4, 5, 6 jours à te déplacer, ben, il y a rien qui rapporte. C'est juste des dépenses en plus. Puis les gens nous disent la question là, que maintenant, tu sais, c'est que tu as une machine qui a comme avec une pince qui coupait un arbre. Aujourd'hui, pour couper la même chose, il faut que tu t'en prennes trois pour avoir le nombre de mètres cubes, parce qu'il est payé au mètre cube. Fait que naturellement, si tu es obligé de faire marcher 3 fois ta machine, c'est 3 fois plus de temps pour avoir la même paye, parce que tu es toujours Mhm. payé par le mètre cube qui rentre à l'usine. Puis justement, de te donner un exemple, les gens nous le contaient, c'est qu'eux autres, quand ils arrivent à l'usine, on lui a dit, tu as coupé tant de bois, on te paye tant. Moi, j'ai posé la question, après le feu de Santerre, j'ai posé la question à un représentant de la compagnie je la nommerai pas, Résolu. Il dit, vous autres, le feu, qu'est-ce que vous avez perdu quoi? Il dit, nous autres, on n'a rien perdu parce que nous autres, on paye le bois qui arrive à l'usine. Fait que c'est le gars qui travaille sur le terrain qui, lui, est obligé de payer sa machine, payer les réparations, payer tout ce qu'il y a, payer ses employés, qui, lui, a mangé une claque. Là, c'est eux qu'on a envoyé ramasser du bois Les dans les... brûlis. Puis ces gars-là, il y en a qui m'ont appelé, ils m'ont dit, hey, on arrive dans des endroits où il y a des îlots qui n'avaient pas été des plantations, mais qui étaient restés verts. Puis c'est normal, quand que le feu passe, il Ça reste saute. des îlots. Mais c'est pas dans les plantations, ils brûlent toutes. Ah Fait ouais. que là, le gars, c'est le travailleur qui m'a dit ça. Il dit, moi, il dit, j'arrive là, il dit, c'est tout du bois qui est à vert. Fait que j'ai rappelé mon contremaître, mon boss. J'ai dit, hey, ce bois-là, je suis posé de ramasser du bois mort. Non, tu ramasses ça, c'est ce que la compagnie veut, tu le ramasses. Fait qu'ils ont même ramassé les îlots qui auraient pu servir de pouponnière pour Ouais, ouais. planter au moins alentour de ces îlots-là.
Fait que là, naturellement, on fait une histoire qui est un peu comme du va-et-vient, un peu comme ça, parce que c'est immense. Mais ça donne une idée on ne fait pas du tout de la foresterie qui il veut répondre selon la capacité des sols à produire ce qu'elle produit. Au contraire, puis on veut plutôt en faire justement produire de matières ligneuses pour le court terme. Tandis que la foresterie, ça peut être aménagé juste à du long terme. Par rapport au caribou forestier, bon, la science nous dit c'est quoi le problème, c'est essentiellement l'activité forestière. Hein? Bon, les chemins, destruction, tu parlais de destruction du lichen, puis tout ça. On parle, tu sais, de... La science sait comment on devrait aménager des forêts pour que, tu sais, bon, que l'industrie rentre là puis que ça soit durable. Ce qu'on ne fait pas actuellement, c'est une pensée à courte vue pour faire du profit pour des compagnies, des multinationales, des grosses compagnies. Ça, c'est tout, mettons, sous l'égide du ministère des Ressources naturelles. Mais au Québec, on a-tu un ministère de l'Environnement? Y a-tu quelqu'un qui se. Tu sais, ce que tu me dis là, tu sais, j'imagine qu'il y a des biologistes dans les bureaux du gouvernement qui sont au courant de tout ça. Mais on a-tu un ministère de l'Environnement pour encadrer tout ça? Ou ben non, l'industrie et le ministère des Ressources naturelles, ils ont feu vert et ils font vraiment tout ce qu'ils veulent sans problème aucun, là? Le ministère de l'Environnement a toujours été un très petit ministère. Je pense que c'est un des moins bien subventionnés, là, qui a la plus petite part du gâteau. Ça, c'est la première des choses. Mais on a toujours eu, au moins, je te dirais, la majorité des ministres qui ont passé, eux, avaient au moins une petite gêne sur la question de l'exploitation. Il y a eu quelques bons ministres. La plupart des ministres étaient plutôt, je te dirais, moyens. Ils n'osent pas dire non à leur boss. Mais là, présentement, ce qu'on a comme ministre de l'Environnement à la CAQ, c'est la pire que j'ai jamais vue. Moi, Charest, c'est la pire cochonnerie que j'ai jamais vue. Ce gars-là, à toutes les fois qu'on l'a vu dans Nordvolt, il dit: oh là, on n'a pas besoin d'études d'impact parce que c'est pressant, là, il faut absolument scraper ce terrain-là. Ils l'ont scrappé, pour Ouais. l'instant, l'usine n'est pas partie. Dans le cas de Stablec, la même chose. Ah ben, tu sais, j'ai la vocation de faire protéger les milieux humides, mais là, il ne faut pas oublier que les villes, là, ils vont toutes crever là, si on ne va pas tout vider ça dans cette tourbière-là. À Rouen-Noranda, la norme au Québec, c'est 3 nanogrammes d'arsenic qui devrait tomber sur le monde. J'ai dit qu'il devrait parce que c'est Ouais, mais on se là, comprend. et puis là, le ministre, ils nous ont dit, à la dernière élection, le premier ministre nous a dit que si la population n'en veut pas de cette usine-là, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas capables de la mettre aux normes, ben, il va la fermer. Ils l'ont-tu fermé? Le ministre de l'Environnement est venu en cachette en cachette, quand je te dis, c'est qu'il était là, mais la population n'avait pas accès à lui. Il a parlé à la municipalité de Rouen. Il a parlé aux gens de la Chambre de commerce en disant, ben là, tu sais, nous autres, on va vous mettre une règle là, de 15 nanogrammes. Donc, on va vous mettre une norme qui est 5 fois plus qu'ailleurs au Québec. Puis là, ça va être dans quelques années qu'on va avoir ça à 5. Fait qu'on va vous tuer juste 5 fois plus qu'ailleurs. C'est à peu près ce que ça veut dire. Vous allez faire empoisonner juste, c'est pas si ça allait être gagnant parce que là, c'est à peu près 60 fois plus qu'on vous empoisonne. Hey, juste par Ah, c'est rapport à épouvantable. la race, l'espérance de vie est de 5 à 6 ans moins qu'ailleurs. Tu sais, C'est terrible. ben, fait que, fait que ça, c'est notre ministre de l'Environnement. Puis dans le cas des aires protégées, la dernière chose qu'il nous a faite en l'an 2000, là, il a scrappé 83 propositions d'aires Hein. protégées que les régions avaient travaillé. Moi, je sais, on a travaillé durant 10, 12 ans là-dessus pour être obligé de faire des compromis parce que naturellement, on n'est pas les seuls. On avait les chambres de commerce, on avait les municipalités, on avait les industries qui étaient là, tout le monde. Mais on s'est entendu pour ces 93 dans les régions qui étaient pas idéales. Ben, le gouvernement il a scrappé ces 83 aires protégées-là. Là, il dit, là, on a des groupes qui nous disent, ben, il en ont remis 20 dans les propositions, des nouvelles propositions, mais ce n'est pas des aires protégées, c'est juste des propositions. Mais 20. Mais ça veut dire qu'il scrapé 63 sans aucune consultation, malgré qu'on avait participé de bonne foi à Ben ouais. toutes ces rencontres-là avec notre temps, notre argent, parce qu'on n'est pas payé pour faire ça.
à, à- à suivre les règles qui étaient du ministère de l'Environnement. Il les a scrappées. Là, ils viennent nous annoncer, l'année passée, ils nous annoncent maintenant, on va aller pour faire on va partir parce que la dernière fois, en 2000, il a ramassé le territoire dans le Grand Nord, puis il a fait des grands aires protégées. Il n'est pas contre qu'il en fasse là, mais encore une fois, on rappelle que l'urgence, est bien dit, c'est dans le territoire qu'on exploite qui est en train de disparaître. C'est là, Ben ces ouais. écosystèmes-là qu'il faut ramasser du territoire aujourd'hui. Mais là, on n'a pas fait ça. Là, ils viennent de nous annoncer une nouvelle mise en candidature. Si les gens veulent voir sur son ministère, il y a une belle petite vidéo qui nous annonce ça, qui nous dit maintenant, puis là, on se fait dire par un groupe environnemental, ben là, c'est la première fois que les citoyens vont avoir le droit de participer, ce qui est mauditement pas vrai, depuis l'an 2000 que les gens participent. Mais le gouvernement a décidé, le ministre de l'Environnement a décidé de rajouter une clause que les MRC ont un droit de veto sur toute proposition. Donc, nous autres, les citoyens, font une proposition. Moi, je suis un beau territoire que je pense qu'il mériterait qu'on l'analyse pour devenir une aire protégée. Les MRC, je vais donner l'exemple de Gaspésie, l'exemple de Témiscamingue, eux autres ont dit non, on n'en veut pas pantoute. Fait que ces propositions-là meurent comme ça. Ils ne se rendent même pas pour analyse. Puis ils n'ont pas aucune justification à donner. Ils n'ont pas à dire parce que ce territoire-là, il n'y a pas les qualités ou il est destiné à être utilisé pour d'autres. Ils n'ont pas à donner aucune justification. Nous autres, on a proposé même la source d'eau potable de la ville d'Amos. Le maire d'Amos, qui est le préfet de la MRC, lui a décidé que non, il y a déjà assez de protection, on n'en fera pas une aire protégée. La source d'eau potable, la meilleure eau au monde, c'est l'Esquerre. C'est Ben ouais. l'eau que vous voyez, Esca, là, qui sort de là. Une eau parfaite, tellement pure qu'il n'y a aucun filtre. Tu fais juste pomper l'eau, tu la mets dans des bouteilles. Puis c'est une compagnie américaine, naturellement, qui fait ça. Mais juste pour te dire encore une fois, même ça, on se l'est fait refuser. Nous, on a proposé de faire un agrandissement pour le territoire du Caribou. Non, ça, on s'est fait dire non. C'est comme ça. Donc, il y a 25 des propositions à cause de cette norme-là que le ministre a rajouté un droit de veto en amont du processus. Dès que tu fais une proposition, il faut que tu aies un appui de la MRC, sinon tu ne te rends même pas pour analyse. Fait que tu ne sais pas si elle est Tabarouette. ça fait que ce ministre de l'Environnement-là, c'est un ministre qui est à la solde de l'industrie. Moi, j'ai rencontré le premier qui était ministre de l'Environnement, Marcel Léger, Ouais. en 79. Lui avait dit qu'il va être le chien de garde pour la population, le chien de garde de l'environnement. Ben là, Charette, lui, c'est le chien de traîneau pour l'industrie. Il fait exactement le contraire. Il travaille pour l'industrie au lieu de dire on va essayer mais toujours sur un beau discours. Le Ah ouais. discours est tellement vert, c'est tellement vert. Ouais. Donc, et je le dis, puis je pense pas qu'il y a de gens qui militent pour l'environnement ou même des gens qui militent un peu pour une certaine protection considèrent cette personne-là comme faisant son ouvrage. Il ne la fait pas pour les caribous, c'est lui qui en est responsable. Il ne la fait pas pour les aires protégées. Il ne l'a pas fait dans le cas de Stablex, il ne l'a pas fait dans le cas de Noranda, il ne l'a pas fait dans le cas de Nordvolt. Trouve-moi où ce qu'il fait. Même la question, tu sais, quand on détruit un milieu humide, il oblige les compagnies à mettre un certain montant. Ce certain Ouais, des montant-là, compensations, là. c'est ça, une compensation. Et ces montants-là, ces millions-là, devraient être mis pour trouver, restaurer d'autres milieux si tu n'es pas capable de passer à côté de celui-là, de le détruire. Ben, je te dirais 90% de cet argent-là, puis là, je suis safe en disant 90%, Ben ouais. ne retourne pas pour essayer de restaurer d'autres milieux humides. On dit on met ça dans une caisse qui est les changements climatiques. Donc, probablement en partie subventionner les mines qui vont faire supposément sortir des minéraux critiques qu'on a besoin pour empêcher que du CO2 sur la Sainte-Catherine. Tu sais. C'est ça la réalité. Tu sais, Ah ouais, dans non, d'autres dossiers, c'est aussi grave. Là, tu sais, et ce que les gens ne voient pas quand tu dis que tu fais un char électrique, c'est que tu détruis, Chris, des immenses écosystèmes. exactement. Tout On pour. l'a vu avec Norvol, tu sais, puis c'est même l'éolienne, tu sais, à un moment donné, tu sais, il va falloir tout, tu sais, tout le concept de la transition énergétique, là, ça a le dos large, puis à date, là, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout une façon pour, encore une fois, des multinationales de faire de l'argent
mais en ayant un petit peu l'air moins pire. Là. Moi, quand je vois le Marc Carné là, qui vient de se ramasser là, au moment d'enregistrer, il vient de gagner son poste de premier ministre, puis qu'il a fait dans l'éco-blanchiment, puis il rasait des forêts tropicales, là, puis en parallèle, il nous parlait du 1,5 d'augmentation du réchauffement climatique. Là, mais là, Mais par rapport avec 97, là, d'après toi, j'ai essayé de comprendre. Là, est-ce qu'on s'en va vers plus de coupes, vers moins? Puis ça n'avait pas l'air d'être clair, ça. Euh, L'industrie va-t-elle avoir les coups des franges pour couper plus de bois avec ça ou moins? en gros, là, ce que pour la compagnie forestière, où ils sont bien, bien contents, c'est qu'eux autres, ils trouvaient que, parce que quand ils signent un contrat d'approvisionnement avec le gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, c'est un contrat de 5 ans de garantie d'approvisionnement. Autrement dit, ils se sont dit, on te donne une garantie, tu vas pouvoir ramasser tant de milliers de mètres cubes sur un territoire tu l'as pour les cinq années qui vont suivre. Fait que le gouvernement, si ça arrive que la compagnie ne trouve pas sur ce terrain-là suffisamment de bois, est obligé de trouver quelque chose d'autre ailleurs ou les compenser d'une façon. Là, le gouvernement, dans cette loi-là, nous dit maintenant qu'on va donner un droit de 10 ans, une garantie d'approvisionnement de 10 ans. Ça veut dire que quand il ne trouvera pas, puis ça va arriver à cause des feux, à cause des épidémies, ça va arriver, c'est sûr. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir Ça un. pourrait-tu être dans le 30% de conservation qui leur en donne? Ça, tout est possible. Même ce gouvernement-là, on a fait sauter une aire protégée qui était officielle, qui était même une des pires, qui était une réserve Ah, de biodiversité la plus dans le coin des îles de Madeleine. Mais c'est ce que le gouvernement, c'est parce que tu signes un contrat pour 10 ans. Moi, si je te signe un contrat, que je t'emmène des patates durant 10 ans, telle quantité de patates, la journée que je ne suis pas capable de te fournir, tu dis, écoute, mon homme, tu vas me ramener, tu vas me rembourser une partie de ce que tu ne m'as pas amené. Tu vas me compenser parce qu'il faut que j'aille l'acheter ah, ailleurs. ouais. Ben, c'est ça un contrat d'approvisionnement. C'est un contrat, une garantie d'approvisionnement. Ils nous ont livré pieds et moins, comment on dit, pieds et mains liés à cette affaire-là? Ben, c'est la compagnie. Les autres, c'est ce qu'ils demandaient depuis des années, d'avoir une Ah, ouais. Ah, garantie. ça, j'avais pas compris ça, tabarouette. Ça, c'était une autre belle passe qu'ils nous font, tu sais, là-dedans. L'autre chose, dans ce qu'ils nous a proposé, c'est que la question des chemins forestiers. Maintenant, on ne parle plus de Ouais. chemins forestiers, on parle multi-usage. Mais moi, je mets au défi n'importe qui de me dire combien de kilomètres de chemin le gouvernement construit dans les milieux de la forêt publique qui n'est pas fait dans le but de récolter. Combien de chemins ont été faits pour dire, nous autres, ce qu'on veut, c'est aller développer un petit lac quelque part de la villégiature ou un projet de récréatif. T'en auras pas gros de pourcentage. Non. D'autres, les chemins ont été faits dans le but de l'exploiter. Et un coup que la compagnie est allée, puis on subventionne en grande partie, là. C'est pas juste la compagnie qui paye. Nous autres, on en paye les Québécois et les Québécoises, avec nos taxes, avec nos impôts, on en paye une grosse partie. Ah, ouais. Et puis là, le gouvernement rajoute ça, c'est que là, dans les chemins, on appelle ça des chemins multiressources. C'est pour nous dire que maintenant, on peut tous les utiliser. Mais on va rajouter une façon de dire, c'est qu'il y a des utilisateurs qui, théoriquement, pour le gouvernement, qui ne payent pas, mettons, assez. Ça fait qu'on risque de voir, bon, on ne le verra pas, mais ça va être sur notre compte de taxes. Il va y avoir une taxe qui va être ajoutée pour que nous autres, on paye tout ça durant les années que l'industrie ne les utilise pas, les chemins, parce qu'un coup que tu as rasé, tu as au moins 70 ans, théoriquement, pour. Ils ne retournent pas là. Ne retourne pas là. Mais dans le bout de 70 ans, quand les compagnies vont vouloir y retourner, que nous autres, on va avoir subventionné ces chemins-là, l'entretien de ces chemins-là. Les autres vont retourner sur ce chemin-là. Ils vont dire, regarde, c'est le chemin, ben, on ne fera pas un autre chemin à côté, on va les utiliser. Fait que c'est eux, on les fait pour l'industrie, mais maintenant, on officialise que maintenant, c'est tout à nous autres de payer ça. L'industrie, ben, tu sais, va être mort de rire. Un coup que les chemins sont installés, ils vont avoir une petite taxe. C'est sûr qu'ils vont avoir une petite taxe, mais c'est nous autres en grande. D'ailleurs, la foresterie, hein, au Québec, elle nous coûte 500 millions par année, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, ouais. Fait qu'en plus, question à deux volets. Hein. Les chemins, là, on a entendu parler abondamment ces dernières années dans le dossier du caribou forestier, parce que ces chemins-là ne sont pas juste utilisés par les forestières. Tu sais, hein, ça morcelle le territoire du caribou forestier, puis c'est des chemins d'accès. Les animaux sont pas épais, là, tu sais, quand c'est plus facile de marcher d'un chemin pour aller d'un point A à un point B, ça fait que les prédateurs, ils empruntent ça aussi.
Fait que pour le caribou, ça exerce une pression qui est plus grande à cause de ces chemins-là. Moi, j'avais cru comprendre qu'on s'en allait dans une dynamique de fermeture de ces chemins-là une fois que l'industrie était passée pour justement préserver l'habitat du caribou. Je sais qu'en Gaspésie, il y a eu quelques chemins comme ça qui ont été fermés. Fait que si je comprends bien, dans le projet de loi 97, il n'y a rien qui concerne ça. Ça a l'air plutôt d'être le contraire. On va les entretenir à nos frais pour qu'ils puissent y retourner. Dans- Ben, il y a peut-être des chemins, il y a des petits bouts de chemin qu'il faut faire. Et je vais te parler, moi, du troupeau de Val d'Or. Ça fait Ouais. nous autres depuis les années 80, au moins les années 90, qu'on dit que un coup ils ont décidé de rentrer là, il faudrait fermer les chemins, au moins fermer les chemins rapidement. Il n'y a aucun chemin qui s'est fermé. Et là, au début de la CAQ, là, à peu près 5 ans, le ministre qui était responsable, M. Dufour, qui était ici à Val d'Or, lui aussi un autre inutile, Ouais. qui, il a décidé de faire une rencontre pour décider de la fermeture de quel chemin qu'on devrait fermer. Puis, naturellement, j'étais pour aller à cette rencontre-là. D'un coup, on apprend que la réunion a été cancellée. Le gouvernement a décidé de consulter uniquement les chasseurs et les utilisateurs de VTT puis leur demander quel chemin que vous n'utilisez pas. Il n'a pas demandé quel chemin est bon et qui est dangereux pour le caribou. Il a demandé aux chasseurs. Fait que le chasseur qui a 3 chemins qui mènent à son camp de chasse parce que ça lui permet d'avoir une plus grande facilité pour aller chasser, ben, il les a tout dit. Fait que les petits bouts qui ont pas tout, qu'il n'y a aucun chasseur qui a trouvé là, ce qui pouvait être intéressant, le gouvernement a dit on va fermer ces petits bouts-là. Là, tu es obligé de dire au loup, hey, il y a des petits bouts de chemin là, que tu peux pas, mais passe sur l'autre à côté, passe sur l'autre à côté. C'est vraiment pas des grandes lignées de chemin, là. C'est juste des bouts, c'était là, qui Ah ouais. n'ont pas OK. utilisé. Fait que c'est puis encore une fois, c'est ça. Ils ont fait des consultations sur le caribou. Les consultations arrivent toutes à la même chose. Puis qu'est-ce que tu dis là? Sur le comité, parce qu'on a, nous, on s'était débattu, on avait formé un comité une dizaine d'années sur la question du troupeau de caribou de Val d'Or avec les gens du ministère. Puis on a fait mettre des colliers aux loups. Parce que naturellement, c'est un des grands prédateurs. Avant que les quelques caribous, il devait être une trentaine qui restaient encore. Ben, naturellement, tous les points du GPS, c'était tout sur les chemins. Là. Fait que les autres, Ah ouais. c'est normal. Comme tu dis, si c'est un prédateur, c'est pas un fou. Il ira pas marcher dans le 4 pieds de neige quand il est capable de marcher sur du dur, qu'il a été tapé soit par des VTT ou des skidoo ou qu'est-ce que tu veux. Ouais. Fait que lui, il se promène là-dessus. Le caribou, lui, évite mais fait que lui, il est dans le 4 pieds de neige. Lui, il a de la misère à marcher. Fait que le loup, quand il arrive proche de quelques bêtes, lui, il n'est pas fatigué. Il s'est pas fait qu'il a le petit bout qui a marché, mais c'est comme ça qu'il. Puis là, on dit, mais c'est la faute du loup, que c'est le caribou. C'est ça que le ministère nous dit, c'est les prédateurs. Fait qu'on a fait tuer du loup. Ah ouais, ça C'est fait c'est. tuer du loup, là, parce que, tu sais, le méchant loup, c'est lui qui nous enlève le caribou. Ouais. Tu sais qu'on parle pas que c'est si il y a facilité. Puis c'est à ça que les gens doivent comprendre, c'est que pourquoi que le loup s'attaque plus au caribou, c'est parce qu'on fait des ouvertures. Le caribou se tenait, son habitat, c'était les vieilles forêts complètement fermées. C'est pour ça qu'il y avait très peu de loups qu'il y avait là, parce que c'était trop dur pour le loup de marcher dans les forêts fermées. Les vieilles forêts de conifères, là, c'est dense et il y avait beaucoup de neige. Ben, un coup que tu les as fait les ouvertures, ben, c'est là que ça s'est mis à décliner. Puis c'est ce qui. Puis là, est-ce que le gouvernement, quand il va décider qu'il y a des beaux îlots de bois, là, il va l'enlever? Puis les chemins là, que tu vas fermer, là, tu vas-tu t'attaquer à l'industrie de la chasse en disant je vais fermer des secteurs où ce que les gens on les a donné des permis de se construire des camps de chasse? Si tu en Abitibi, tu en as un à chaque kilomètre que tu fais dans tous les Ouais. chemins, là, parce que c'est le minimum à cette heure, tu peux pas être plus proche qu'un kilomètre de l'autre, mais à chaque kilomètre, tu as au moins qu'un. Tu en as partout, partout, partout sur le Ah, territoire. c'est la même chose sur la côte nord, il y en a partout. Va pas te promener là, je l'ai déjà fait, puis ma tante, quand tu es dans le temps de la chasse, tu entends des coups de carabine qui sont pas là. Ils, Ah non, puis des fois, ils sont. ils te l'indiquent qu'ils sont présents sur le terrain, tu sais. Ouais, moi, tu sais, moi, pour mon travail de photo, tu sais, je fais beaucoup de camping, tu sais, j'ai une tente sur le toit de mon camion, puis tu sais, je me suis déjà fait réveiller un matin, hey, j'étais même pas sur leur territoire où ils chassaient, là, tu sais, j'étais dans le nord de Bécomo, puis tu sais, ils étaient choqués noirs parce que j'ai dit, hey, c'est une terre publique, puis je fais des photos, moi, je chasse pas, je fais pas de bruit, là. Fait que c'est sûr que t'as tout,
Tu sais, ces gens-là, puis je pense qu'ils sont vraiment très fâchés aussi dans le cadre du projet de loi Ouais. 97, parce que tu sais, il y a là, le gouvernement se les a mis à dos, puis ils sont pas. Ouais, tu sais, en fait, c'est peut-être la chose qui est le plus extraordinaire. Ce gouvernement-là a réussi à se mettre tout le monde à dos quasiment. Les travailleurs forestiers, c'est beaucoup de travailleurs forestiers qui sont en maudit après ce ouais. gouvernement-là. Même les gens, moi j'entends les gens parler ici, ils disent, là, on règle absolument aucun problème parce que les gens qui étaient contre ce qui se passait en forêt dans le régime actuel sont encore plus en maudit. Ça fait qu'on va les avoir encore plus sur le dos, ils vont nous surveiller encore plus. Puis c'est vrai que ça va arriver, ça. Tu sais, même chose, ils se sont mis à dos toutes les communautés autochtones. Naturellement, Ben oui. là, dans le projet de loi, elle dit, là, je le caricature, elle dit, on va vous donner des colliers puis des perles là, en échange de vos fourrures. Tu sais, c'est un peu la même chose ce qu'on va faire. Naturellement, on va lui donner quelques petits bouts de droits de coupe, des petits affaires de même pour obtenir l'accord de certaines communautés qui vont penser qu'ils n'ont pas le choix, tu sais, ils vont le faire. Mais bon, en fait, vous avez peut-être entendu parler, la semaine dernière, il y avait des gens, des représentants des communautés autochtones sont allés à l'ONU dénoncer le Québec de cette façon, puis on a parlé de ce dossier-là en particulier, tu sais. Donc, euh, puis naturellement, les environnementalistes, les gens qui font de l'observation, les gens qui font comme toi de la photo, des gens qui s'en vont faire du vélo sur les vieux chemins ou quoi que ce soit, on va tout être pogné là-dedans. Puis, encore une fois, les ministres font ça, la politique de dire, on fait ça, on ne s'occupe pas du menu fretin, le monde ordinaire. Nous autres, on est au service des compagnies. Ils ne le disent pas, mais c'est ça qu'ils sont au service des compagnies. Puis la majorité de nos compagnies, maintenant, appartiennent à des Indonésiens, appartiennent à des Américains. C'est On même, en allait là. c'est même peu des. Tu sais, on peut même plus dire, ben, tu sais, on fait vivre des compagnies qui sont québécoises. C'est une dépossession, mais dans tous les secteurs. Tu sais, je regardais, tu sais, on a parlé de Stablex à quelques reprises dans notre échange. Là, tu sais, Stablex, les Américains sont ils viennent nous pitcher leurs poubelles, ils contrôlent nos sites d'enfouissement. Norvol, c'était étranger. TES Canada, tu sais, en Mauricie, c'est oui un petit peu des marais, mais c'est toute la gang de Belges, les frères Van Peck, Atlas, Invest. Puis là, dans la forêt, on a encore une fois de l'étranger, des compagnies étrangères. Au bout du compte, là, tu sais, si on fait, il y a des jobs dans l'industrie forestière, il y a des gars qui travaillent là, mais tu sais, c'est-tu vraiment payant pour le Québec, ça, au bout du compte, cette histoire-là, La cette foresterie, industrie-là? présentement, la foresterie, ça n'a jamais été vraiment payant. La seule chose qu'on en retire, c'est les taxes que les travailleurs forestiers payent puis leurs impôts. Tu sais, c'est ça qui paye. Parce que le gouvernement investit 500 millions de plus que ce que c'est qu'il retire de la forêt. Ah, ouais, hein. Fait que, On est vraiment, c'est le retour du colonialisme, là. en fait, on a toujours été un peu comme ça. Moi, c'est ce que des fois, c'est ce qui me met en maudit. Je serais indépendant, je suis indépendantiste. Mais je me dis tantôt, là, tu vois, si tu es indépendant, mais tu possèdes rien, à part que le drapeau ou Ouais, ouais, non. tu marques sur ton affaire, je suis indépendant. Ouais, Trudeau, il le disait, hein, tu sais, Trudeau père, là, tu sais, c'était Chrétien qui parlait ouais, c'était Chrétien qui parlait du flag sur le hood, là, tu sais, c'est rien que changer le flag sur le hood des limousines de ministres, tu sais, ça change pas grand-chose. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, tu vois ce dossier-là, tu vois, là, puis là, on parle pas des mines, les mines, c'est épouvantable, ça aussi. Tu sais, nationalisation des ressources naturelles, là, tu un peuple qui se tient, tu sais, il me semble qu'on devrait à tout le moins explorer cette avenue-là au lieu de tout donner à des Indonésiens. Je ne savais même pas que les autres étaient rendus ici, là. Ah ouais, c'est le plus gros. C'est un- Ah, ouais. il y a Je des- pensais que c'était les Américains surtout. hein, ils ont racheté les compagnies américaines. C'est c'est ça, c'est que c'est plus des compagnies forestières qui viennent, c'est des multinationales qui touchent à tout. Fait que les autres, ils investissent, là, quand c'est payant, OK, on va récolter du bois. Mais quand c'est plus payant, on prend nos billes, on les investit dans l'électronique ou dans d'autres secteurs ou dans les mines, puis c'est tout. Fait que c'est pour ça que là, comme là, à Val-d'Or, ils viennent de fermer 2 usines qui ont été annexées, là, puis là, même, puis là, c'était une industrie québécoise en plus qui les a fermées, là, tu sais, mais
Mais on n'est plus maître chez nous, si on l'a déjà été. Puis Ouais. quand tu parlais tantôt de. Moi, je sais pas s'il faut nationaliser à 100%, mais ça serait mauditement normal qu'un gouvernement comme nous autres, théoriquement, on est supposément un peu social-démocrate, qu'on ait un gros pourcentage, mettons un 50%, puis que ça nous rapporte au moins. Si on a à exploiter, il faut que et qu'on puisse savoir de quoi pour réinvestir dans d'autres choses. Si on veut d'un secteur, il faut que ça nous. On n'a même pas ça. Tu sais, c'est ce qu'on nous dit, c'est pour créer des jobs. Mais c'est bien beau de créer ces jobs, mais c'est encore une fois, c'est pour parler au monde du Sud. Allez-vous-en voir en Abitibi quand tu ne travailles Ouais. pas dans une compagnie, puis même pas dans une compagnie forestière, dans une compagnie minière, principalement en Abitibi. Je veux dire que le reste du monde, le niveau de Val d'Or, le niveau d'itinérance, elle a grimpé depuis 10-15 ans là, à cause Ah ouais. le boom minier. Là, parce que là, tu fais rentrer du monde qui ont des gros salaires, qui eux autres récupèrent toutes les maisons. Il n'y a il y a plus de maisons, tu sais, c'est dans toute l'Abitibi, là, tu sais, c'est 1% de libre, quelque chose. Puis ils sont, une maison, ma nièce s'est acheté une maison, le 2 ans, 500 000 piastres. Cette maison-là se vendait à 250 000 il y a une dizaine d'années. Fait que là, puis tout explose, puis tu draines toutes je dirais les tous les menuisiers, les ferblantiers, les électriciens, les, euh, les plombiers se ramassent tous dans les mines. Puis nous autres, ceux qui nous donnent des services, tu vas te faire réparer, t'es un jeune qui sort de l'école. On n'a rien contre qu'avec des jeunes, ça en prend. Mais il n'y a pas personne pour leur montrer la réalité, comment, que quand tu répares un auto. Tu l'apprends je dirais, dans une école. C'est tout aseptisé, c'est facile. Ton moteur est tout propre. Tu le mets là, puis tu dis là. Mais quand tu arrives sur une mécanique, c'est pas tout à fait le même, puis chaque modèle est différent. Fait que moi, je sais, j'ai affaire des fois à faire réparer des choses quand je fais du travail, soit des bateaux ou des autos. Puis tu es obligé de dire au mécanicien, non, non, passe par là, parce que sinon, ça va te prendre 1 heure au lieu de faire ça en 10 minutes, là, tu sais. Mais Ah ouais. souvent, tu n'as même pas le droit de les surveiller parce qu'ils ne veulent pas que tu sois alentour des mécaniciens. Tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est tout ce discours-là de nous faire croire que ça va nous rapporter, ça a le côté pervers, c'est qu'il y a une partie, la grosse partie de la population, elle, est impactée directement parce que son coût de la vie augmente énormément. Ben oui. Le gars qui travaille chez Walmart, là, son Il salaire, arrive plus. il n'a pas explosé, lui, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, puis c'est ça, nous autres, le niveau d'itinérance ici à Val d'Or, c'était épeurant. Là. Puis là, là, les marchands se plaignent. Ben, il y a trop d'itinérants en avant de mon magasin. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, Chris? Il n'y a plus de place, puis on crée cette situation-là, puis la Chambre de commerce s'applaudit à chaque fois qu'il y a un projet minier qui apparaît, peu importe. Ben, nous autres, moi, j'en ai deux. Un à 3 kilomètres de chez nous, puis un autre à peu près une trentaine de kilomètres. Des mines à ciel ouvert pour l'or encore. Parce que Ah, quand on parle des métaux stratégiques, il ne faut pas oublier qu'au Québec, plus je te dirais que 60% au moins, puis encore là, je suis convaincu, je n'exagère pas que de 60%, c'est des mines d'or qu'on va exploiter. Puis même qu'on utilise la mine d'or, puis des fois, on dit, ben, il y a un petit peu de cuivre, donc on exploite, on nous fait sur papier, ben, on exploite un métaux critique, qui est le cuivre, mais ça représente un 3, 4, 5% de la mine. On va même l'ouvrir en dessous de la fonderie Horn. Il y a un projet qui vient d'être passé au bureau d'audience publique. Il n'y a pas eu l'aval du bureau d'audience publique, mais on attend. Construire à 2 kilomètres en dessous de la mine, on va construire une mine, en dessous de la fonderie, l'usine, on va construire une mine en dessous pour aller récupérer un peu de cuivre. Puis dans les audiences publiques, on a découvert que si c'est 75% de la valeur de la mine, c'est de l'or. Donc, on exploite l'or, mais comme il y a un petit peu de cuivre, on justifie que, hop, on se met sous les règles d'une mine de minéraux critiques. fait que c'est une course en avant, toujours avec des œillères, puis le mur, il arrive vite parce qu'à un moment donné, tu sais, moi je regarde dans tous les dossiers, tu sais, là on parle du minier, la foresterie, tu sais, on est en train de se créer,
puis de créer à nos enfants, là, puis à ceux qui nous suivent, un avenir qui sera pas radieux. À un moment donné, ça va frapper. Tu sais, moi, Henri, tu sais, ma spécialité, c'est la photo sous-marine, hein. Mon terrain de jeu, c'est l'estuaire du Saint-Laurent. Ça l'a tellement changé vite. T'sais, moi, je vois des espèces disparaître là, chaque année. Là, je les vois plus. Tu vois, je te dis pas qu'ils sont disparus là, de la surface de la Terre, mais sur mes sites de plongée, je donne toujours l'exemple des petites poules de Terre-Neuve. C'est un petit poisson qui mesure quelques centimètres. Moi, ça, j'en voyais là, il y a quelques années. Je devais en voir 4-5 par plongée. Là, j'en vois 4-5 par été. Les hémicryptères atlantiques, j'en vois presque plus. Loup atlantique, j'en vois presque plus. Là, il y a du homard qui arrive. On est en train de tout bouleverser. On est en train de juste laisser des multinationales, puis je vois c'est dans tous les dossiers, des multinationales qui font des profits, qui brisent la vie des gens. Tu nous parles de l'itinérance à Val-d'Or, tu nous parles des gens ordinaires qui arrivent à peu près plus. Ça, c'est partout sur l'ensemble du territoire québécois. Puis je vois les luttes. Moi, ce qui me fait peur, c'est, tu sais, moi, je parle avec des gens comme toi, tu sais, je parle avec des gens comme Marie-Claude Archambault de Stablex, comme Jacinthe Villeneuve à Norval. Tu sais, c'est des citoyens tout seuls qui sont obligés de se battre contre des multinationales, contre des gouvernements, avec très peu de moyens pour se faire entendre. Parce que moi, bon, je ne veux pas faire dans de la théorie du complot, là, mais les médias, je trouve qu'ils ne rendent pas vraiment service aux gens qui luttent. Je trouve que souvent, tu sais, dans le cas de Stablex, c'est à peu près impossible de faire sortir l'information publiquement concernant ce scandale-là. Moi, je trouve que c'est complètement scandaleux, cette histoire-là, qu'on s'empoisonne nous-mêmes en laissant des Américains régler leur crise environnementale en venant enterrer chez nous leurs déchets. Là. Je trouve que ça n'a aucun bon sens. Alors, je sais pas vers où on s'en va, mais à l'évidence, puis là, je vais comme boucler la boucle avec le projet de loi 97. Lui, dans le dossier de la foresterie, à l'évidence, on s'en va pas vraiment dans une direction qui est plus radieuse que celle qui prévalait jusqu'ici. C'est quoi les prochaines étapes? Là? Qu'est-ce qui va arriver dans ce dossier-là? Là, Je peux faire un petit parenthèse. Tantôt, tu as parlé, c'est que toi, tu notes dans le fleuve Saint-Laurent Ouais. comment ça change. Moi, dans les dernières rencontres, ça fait à peu près 7-8 ans que je fais ça, là, des rencontres quand il y a un public autre que simplement des gens qui travaillent pour la conservation. Je lui demande, je dis, entre Val-d'Or et Rouen, c'est 100 km. Combien de porcs-épics et combien de moufettes vous voyez sur le bord du chemin qui sont morts? Avant ça, tu en avais trois, quatre, puis tu savais même des fois, tu ne les voyais pas, mais tu le sentais, surtout les moufettes. Tu n'en vois presque plus. Je t'en dis presque plus, là, c'est quand tu en vois un, là, quand ça fait 7-8 voyages que tu fais. Quand tu descendais à Val-d'Or, de Val-d'Or à Montréal, dans le parc La Vérandrie, tu étais obligé d'arrêter pour remettre du lave-glace parce que tellement qu'il y avait de mouches noires et de moustiques qui rentraient dans ton windshield. Aujourd'hui, là, tu te fais de l'aller-retour de même pas à le changer une fois. Moi, Ça, je c'est pose la fou, Red. question aux gens, est-ce que c'est parce que les mouches noires, les maringouins, les porcs-épics et les moufettes ont réussi à comprendre comment ça va de se tenir à côté des chemins? Ou Je pense peut-être pas, moi. que c'est une indication. Mais comme c'est pas des espèces qui sont glamour, on n'en parle pas de ça, même du niveau scientifique. Puis quand je te parle de ça, tu sais, puis tu parles des médias, je trouve ça dommage, moi, parce que les médias, nous autres, on n'en a pas ici. Ben, on n'en a pas. On en a une petite section Radio-Canada, puis, mais c'est limité naturellement. Mais on n'a même pas de médias écrits. Le journal qui est ici, là, il y a 90%, c'est des annonces qu'il y a dedans, puis il n'y a pas C'est de la personne pub, qui hein. lit. En tout cas, le monde lit plus les circulaires IGA que ce journal-là. Tu sais. Mais tu sais, les médias ont tendance, moi, c'est le constat que je pense, ils se choisissent deux, trois porte-parole mettons, environnemental, puis on se limite à ces deux, trois-là. Puis malheureusement, pour nous autres, c'est des groupes qui sont situés dans les villes, qui eux autres font des aires protégées à travers un écran cathodique, puis ils vont dire, mettons, on doit fermer cette compagnie forestière-là ou cette mine-là à partir de ce que tu vois à travers un écran. Ils ne sont pas là avec les travailleurs, ils ne sont pas là à voir ce qui se passe sur le terrain. Puis, je comprends, les médias sont pognés, là, tu sais, les journalistes, c'est produit, 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 puis la nouvelle, il faut qu'elle sorte. Puis ça, c'est l'autre chose. Il sort comme le projet de loi sort. Le, 5 minutes après, j'avais même pas le temps de l'avoir vu, puis là, le monde, il voudrait que je donne une réaction, mais tu veux que Ouais. là-dedans, tu sais. Euh, puis, puis un coup que la nouvelle est passée, ben, tu sais, on dit, ben, il est trop tard, il y a quelqu'un qui a déjà sorti. Mais là,
c'est un processus là, qui, tu sais, mais c'est malheureusement, c'est ça. Puis moi, je ne mets pas le blâme nécessairement sur ça, mais c'est qu'on est rendu qu'il faut que la nouvelle, ça soit du rapide, ça c'est de l'instantané. Puis on ne fait pas trop de suivi. Tu sais, c'est pas. Tu sais, qui se pose la question sur la question quand on parle des changements climatiques, du char électrique, qui se pose la question? Les mines qui se passent en Abitibi, c'est à Côte-Nord qu'on va faire, ou au Lac-Saint-Jean, peu importe. C'est quoi l'impact? Est-ce qu'on a un gain réel ou au contraire, tu sais, on change du cadre, puis tu as raison de le dire sur la question des transitions énergétiques. Il n'y a jamais eu de transition énergétique. Quand ils ont parti du charbon à Londres, quand ils ont décidé de changer pour aller vers l'essence, ils se sont dit, c'est tellement pollué que ça va diminuer l'impact du charbon. Ben, le charbon a augmenté l'exploitation pareil après. Ouais, ouais. Même chose va se passer avec nos affaires parce que on veut multiplier le nombre on va multiplier le nombre d'autos par deux d'ici à 2050. Ça, c'est les chiffres qui sont prévus. On va partir de 400 millions de kilomètres. Si je me rappelle, là, je te dis, sur tour très verbe, on va se rendre à 600 millions de kilomètres de chemin. Puis ça, c'est pas fait avec du marshmallow. Il y a des grosses chances qu'on prenne des produits pétroliers pour faire de ces Ouais, ouais. chemins-là. Puis c'est ça qui est le problème, c'est que c'est tout le temps croître, puis d'en Exactement. prendre de plus dans tous les secteurs. Puis on a vraiment l'impression, tu l'as dit tantôt, c'est comme s'il y avait une course en avant, il faut se dépêcher à le Ça, ramasser. ça accélère, là. Moi, je trouve que, tu sais, tu regardes tu sais, les mines, puis, tu sais, au Québec, tu sais, ils nous ont arrivé avec toute l'histoire, là, tu sais, la CAQ, là, leur histoire de transition énergétique, ça a été comme un bar ouvert. Puis, tu sais, leur espèce de pancarte que Fitzgibbon a mis au-dessus du Québec, là, énergie pas chère, venez-vous-en. La tabarouette qui ont attiré n'importe qui avec ça. Fait que, Ah, puis moi, je... l'autre exemple, c'est les mines d'or. Il y a 8%, puis ça, c'est pas nos chiffres, c'est les chiffres qui ont sorti dans tous les rapports. C'est 8% de l'or qui sert à faire des produits qu'on dit utiles. Les produits utiles, ben, c'est les ordinateurs, un peu pour la médecine, nos téléphones. 92%, c'est pour faire des lingots puis des bijoux. Ah, ouais, en plus. 92, puis c'est le principal secteur minier au Québec, et de loin, là. Pour faire des... Ah, ben là, ça y est, tu viens de scraper ce qui me restait de morale. Et tu sais, et même chose pour la forêt, tu sais, on se dit la seule chose qu'on est capable de faire avec nos forêts, c'est du 2 par 4. Ben oui, parce qu'à la grosseur des arbres qu'on est rendu, tu peux pas faire ben plus que ça, là, tu sais, c'est pas... Même que souvent, Il rentre pas dans le tronc. l'usine de Chipougamau est obligée de prendre deux arbres, les coller ensemble, et après ça, de l'animer collé pour faire un 2 par 4. C'est pas une joke, là, c'est la C'est réalité. pas une blague. Je pensais que tu me niaisais. Ils Non, font ça non, pour non, vrai. c'est la réalité. Ils font des. Puis ça fait du bon 2 par 4, mais ça veut dire. Moi, j'avais déjà dit dans une conférence sur la forêt, les gens me disent, Monsieur Jacob, il dit, on parle, parce que je parlais de la grosseur des arbres qui rentraient à l'usine, il dit, le diamètre est de plus en plus petit. Il dit, maintenant, Monsieur Jacob, il dit, on parle pas de diamètre, on parle de mètre cube. Là, j'ai dit, OK, ce que tu me dis, là, c'est que vous laissez tous les gros arbres dans le bois, vous sortez juste les petits? Ou c'est parce qu'il n'y a plus de gros arbres dans le bois qu'on parle plus de grosseur d'arbres, tu sais? Parce que la réalité, c'est ça, c'est que naturellement, Tabarouette. un mètre cube, tu peux prendre 10 petits arbres pour arriver à faire ton mètre cube. Mais avant ça, tu sais, tu pouvais faire ton mètre cube dans peut-être un arbre, tu sais. Fait que c'est ça la réalité que tu dis. Il y a une fuite en avant, puis on dirait il y a comme les gens d'affaires, on dit il faut pas en laisser à nos enfants, tabarnak, il faut se dépêcher à tout ramasser pour qu'il n'y ait plus rien, eux autres, là, tu sais. On est les derniers à vivre sur la Terre, ça n'a pas de bon sens. C'est C'est la même logique que la baleine bleue. Là, je sais qu'on s'éloigne de la forêt, là, mais tu sais, l'industrie baleinière, là, quand ils partaient d'Angleterre, puis ils partaient, tu sais, d'Europe, puis là, il fallait qu'ils aillent jusqu'en Antarctique pour tuer les baleines bleues. Tu sais, c'était clairement établi. Ça coûte tellement cher aller là-bas. On les tue toutes, puis quand ça sera fini, on fera d'autres choses. Il n'y a jamais eu de pensée durable là-dedans. C'est vraiment de la courte vue. C'est dans tous les dossiers. On rase la forêt. Parce que moi, c'est ça qui me fait peur aussi avec cette histoire-là, là, qu'on va laisser ça à je sais pas trop quel gars il va analyser qu'est-ce qu'on peut couper, là, le 30% puis tout ça. On sait bien que c'est l'industrie qui va orienter tout ça, puis qu'eux autres, c'est la courte vue, c'est le profit le plus vite possible. Puis c'est bien rare une multinationale pense à ce que ça va avoir comme impact pour les générations suivantes. Eux autres pensent juste
profit, actionnaire content, puis après ça, on changera d'activité s'il le faut, là. Tu as absolument raison, parce que c'est ces gens-là qui prennent ces décisions-là ne vont même pas dans. Tu sais, quand je te parle de la gang dans l'Indonésie, les compagnies qui sont en Indonésie, ils viennent pas en Abitibi, ils ne savent pas ce qui se passe sur le territoire. Eux autres, comme tu dis, ils ont en avant d'eux autres, ils ont un écran, puis ils disent voici les profits, voici le pourcentage qui nous rapporte, voici le pourcentage de nos dépenses, puis on regarde ça, puis là, puis qu'est-ce que C'est tu pour fais? ça qu'on aurait besoin d'un État, tu sais, d'un État québécois, d'un gouvernement. Tu sais, la fonction première d'un gouvernement, c'est quoi? C'est quand même de protéger et servir sa population. Là, il nous donne en pâture à toutes sortes de multinationales. Les gens, tu sais, dans le cas de Stablex, les déchets, puis tous les gens meurent, les gens ils pognent des cancers. Vous autres, la fonderie Horn, tantôt, ce que tu me racontais, tu vas mourir juste un petit peu moins vite que ce qui était prévu initialement. Mais là, je reviens, puis là, ça va être une façon de boucler ça, mais je reviens à ce que je disais au début, que j'ai aucune confiance dans ce gouvernement-là. Tantôt, tu disais que tu étais indépendantiste, et moi, j'ai été au cabinet Landry. J'ai été conseiller spécial sur la souveraineté au Parti québécois. Ça veut dire que je suis pas très bon parce qu'on n'a pas réussi. Mais, tu sais, puis là, je regarde tous les partis qui sont là. J'ai confiance dans personne. Je veux dire, tu sais, il y a rien qui me dit, OK, il y a une lueur d'espoir pour sauver Mont-Saint-Laurent, sauver ma forêt boréale sur la Côte-Nord, sauver, tu sais, même les terres agricoles. On détruit tout pour... Puis là, ton histoire de lingot, ben là tu me scié deux jambes. Là, t'es rendu que, on est en train de scraper une grande partie du territoire pour faire des lingots d'or pour des spéculateurs puis des bijoux pour... en tout cas. Et tu sais-tu que le Canada, avec Trudeau, dans son premier mandat, il a tout vendu les réserves d'or du Canada. Le Canada, qui est un grand producteur d'or, n'a plus de réserves. Fait que là, c'est la Chine, les États-Unis, l'Australie qui a des grosses réserves d'or, de notre or. Ça veut dire que quand. Puis là, on va en manquer de l'or un jour parce qu'on est rendu creux. Là, on est rendu à des mines qui sont à 2 kilomètres. Mais c'est surtout maintenant qu'on ramasse la poudre. On fait des mines à ciel ouvert, des immenses territoires. On déplace des villes pour ça. Mais quand il y en aura plus, puis nos enfants vont en avoir besoin pour les instruments médicaux ou que ce soit pour le téléphone, on va être obligé de les acheter aux États-Unis, en Australie, en Chine. Les autres, ils vont dire hey, tu veux en avoir de l'or, maintenant tu vas le payer, même si. On n'est même pas capable. Nous autres, ce qu'on dit au Québec, si on en prend, s'il y a juste 8% qui sert, on devrait dire on se limite mettons, à récolter 10%. 10-12%. Le reste, tu le laisses dans le sol. Il n'y a pas personne qui va nous le voler. Là, il va être là, puis il n'y a pas personne. Tu n'as même pas payé à avoir une police pour surveiller. Là. Personne n'est capable. Ben non. On le sort, on l'envoie aux États-Unis, on l'envoie ailleurs, puis il y a peut-être quelques utilisateurs qui font des bijoux ici au Canada, là, qui peut-être qu'ils en utilisent une partie, mais c'est pas notre grosse industrie, là, tu sais. Pas en Abitibi-Touveau. Voilà. Fait que là, je t'arrête là parce que là, sérieusement, si on continue, on peut parler une semaine. Là. Mais là, comme disait, moi, j'étais bien chum avec Pierre Falardeau, il y avait une formule, il disait là, si on continue, là, les gens vont être obligés de s'ouvrir les veines avec des pelles à neige parce que là, ça commence à être vraiment démoralisant. Mais là, juste en terminant, dis-moi, qu'est-ce qui arrive avec les prochaines étapes avec le projet de loi 97, l'adoption, puis tout ça, Ah, comment ça va se passer? un projet de loi, normalement, est déposé en Chambre. Après ça, ça s'en va en commission parlementaire et analysé article par article. Les oppositions, les libéraux, le PQ, le Québec solidaire vont poser des questions. Puis le gouvernement permet à des groupes de pouvoir venir poser des questions en commission parlementaire, à venir déposer des mémoires. Je peux te dire, je serais étonné en maudit qu'ils nous demandent, nous autres, à l'Action boréale, même si je pense qu'on a une certaine expertise, on n'est pas on n'est pas les spécialistes tout azimut, mais on a une certaine expertise, mais Ben ouais. on sera jamais appelé à ces endroits-là, parce qu'ils ne veulent pas entendre notre point de vue. On va prendre des groupes qui sont beaucoup plus, je dirais, gentils avec le gouvernement. Je ne dis pas qu'ils sont complètement vendus, mais tu sais, qu'ils sont beaucoup plus gentils. Mais moi, je pense qu'on est rendu, un peu ce que tu dis, tu n'as aucune confiance, j'ai aucune confiance, mais je pense qu'on est rendu à donner des coups de poing sur la table. On n'est plus rendu Ouais. à essayer de dire, s'il vous plaît, là, parce que ça ne marche pas, le s'il vous plaît, avec ces gouvernements-là. C'est des coups de poing,
puis des claques que ça prend, colique, puis il va falloir les donner. Ça nous fait pas de nous ça nous donne pas des amis, mais il est même trop tard pour se faire des amis sur ces dossiers-là. Parce que c'est pas nous autres, c'est pas à nous autres ces ressources-là, on l'a tout ramassé, nous autres, ce on aurait eu à ramasser. Il faut en laisser ou arrêter ou de dire on va stériliser toute la population parce qu'il ne restera rien. Là. Moi, je vois bien que mes petits-enfants, là, ça m'étonnerait que les générations veulent payer une pension à grand-papa, là, puis je les comprendrais de ne pas vouloir nous payer des pensions. Parce que on scrape leur trésor, leur héritage. Ah ouais. Ben, Henri, je te dis un énorme merci d'avoir accepté mon invitation à venir nous parler de comment le monde va bien et de projet de loi 97. On va te suivre, on va suivre ce dossier-là. Puis moi, je suis vraiment à 100% d'accord avec toi. Je te rejoins. Tu sais, c'est le temps d'arrêter d'être trop poli. Là. Il va falloir tu sais, emprunter des avenues qui sont un petit peu plus dures pour se faire entendre, puis pour que l'orientation se modifie un peu, là, parce qu'on ne peut pas continuer dans le chemin dans lequel on est. Là, ça n'a juste pas de bon sens. Ouais, je venais juste là-dessus. Moi, je te dis, nous autres, on est présentement à une guerre, puis c'est la dernière guerre. Puis si on la perd, cette guerre-là, puis pas juste du côté forestier, là, je parle de la façon qu'on gère la terre. Si on la perd, c'est la dernière guerre. Puis il n'y en aura plus d'autres après. Puis ça se fait vite en maudit. Beaucoup trop vite pour qu'on prenne le temps de mettre des gants blancs. Là. Tout à fait d'accord avec toi. Puis pour les gens qui nous écoutent, ben, je vous dis merci d'avoir été là, puis on se revoit dans un prochain épisode. Puis À la prochaine, puis encore merci Henri. moi, je te remercie aussi beaucoup du temps que tu m'as donné. C'est, tu l'as bien utilisé, puis tes propos sont très précieux. Je te remercie vraiment de ton engagement, toute ta gang, l'Action boréale, puis tout ce que vous faites, c'est primordial. OK. Merci, puis on se voit à une prochaine fois. À une prochaine. Salut, ben.